Bonjour à tous, c'est Epiméthée. Aujourd'hui je vous parle au travers du langage. Aujourd'hui nous faisons le langage. Mais avant tout, qu'est-ce que le langage? Le langage, c'est un système de signes qui nous permet la communication de nos expressions, de nos sentiments, de notre fort intérieur. Mais attention, le langage ce n'est pas une langue. Une langue, c'est une espèce de convention que l'on parle dans un groupe d'individus. Ce à la différence du langage qui apparaît davantage comme un outil plus que comme une convention entre les individus. Aussi, la problématique suivante d'aujourd'hui, c'est le langage n'est-il qu'un outil? Est-ce que réellement on peut réduire le langage à sa seule finalité, celle de communication entre les individus? Et quand bien même on pourrait le réduire à cette utilité-là, est-elle limitative? Est-ce qu'on pourrait pas chercher d'autres utilités du langage? Eh bien force est de constater que dans un premier temps, le langage c'est un outil qui permet la communication entre les individus. Et qui dit s'intéresser aux choses dans leur conception première, dit potentiellement un petit dérapage vers l'état de nature. Bon évidemment on va pas s'épancher un chapitre entier sur l'état de nature quand on parle du langage. Néanmoins, on pourra creuser un petit peu les thèses de Rousseau, qui n'en parle pas expressément dans ce contexte-là. Rousseau va se détacher des théories antiques du langage. Nous avons par exemple Lucrèce qui va estimer que le langage, c'est un outil qui va nous permettre de communiquer nos besoins vitaux envers autrui, afin de permettre ma survie. L'idée est de dire que si on a faim et qu'on a soif, on pourra l'exprimer, mais en même temps, on pourra exprimer d'autres sentiments. Et ce, notamment par la tonalité. Rousseau estime en effet que le langage n'est pas quelque chose qui est attribuable à la société, mais quelque chose qui est inné en nous, qui était préconstruit lors de notre naissance, en tant qu'individu. En somme, joie, colère, tristesse, tout ça était déjà programmé en nous et il faut qu'on ait des moyens de l'exprimer, et ce, au travers du langage. C'est en ceci que Rousseau va lire une espèce d'universalisme dans le langage. Qu'on soit d'un côté à l'autre du monde, on va pouvoir retrouver des facteurs communs. Ce que c'est qu'une personne qui va être plaintive, une personne qui va être joyeuse, une personne qui va être attristée. En somme, c'est ce qui fera le langage universel. Parce que si c'est quelque chose que l'on retrouve dans toutes les sociétés, c'est bien que l'on ne peut pas l'attribuer à une seule, que ça a été recréé spontanément partout, de sorte que c'est quelque chose qui est plus tributaire à l'humain qu'à des sociétés bien individuelles. On pourrait même dire que le premier mouvement, c'est une espèce de langage en tant qu'onomatopée de l'âme. Je sais pas si c'est de moi ou de mon prof de philo ça, mais c'est une belle formule. Sauf qu'à cette conception universelle, on pourrait opposer une espèce de scepticisme de Descartes. Et notre cher Descartes, justement, il va distinguer le signe et le signal. En somme, Descartes estime que le signal, c'est un message qu'on va faire transporter parce que l'on a appris ce message. C'est la fameuse expérience des chiens de Pavlov qui vont saliver en même temps que l'on leur propose un stimuli auquel on les a habitués, mais c'est également la raison pour laquelle le perroquet va pouvoir copier le langage humain, ou les corbeaux d'ailleurs le font, je sais pas si les corneilles aussi. En somme, ces animaux vont capter des signaux que l'on émet entre nous, qu'on leur a appris et qu'ils vont réutiliser. En ceci, ils ne partagent pas notre langage, mais ils apprennent seulement certains signaux qu'ils vont pouvoir réutiliser lorsqu'ils auront appris à les utiliser. De sorte que là, on apprend que le signal, c'est de l'ordre de l'automatisme, c'est quelque chose qui ne dépendrait pas de nous. Et si ça arrive aux animaux, ça peut nous arriver aussi. En gros, le sous-titre de Descartes, c'est que l'on peut parler un langage sans en comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Mais si on parle de la sorte, ce sont simplement des signaux que l'on reproduit, et non pas tout un langage. Parce que chez Descartes, pour pouvoir parler, dans le sens du langage, eh bien il faut une conscience. Chose dont les animaux sont totalement dépourvus chez Descartes, on en reste aux animaux-machines, on n'oublie pas la rigueur du siècle. Parce que chez l'homme, si on communique, c'est grâce à notre pensée, notre conscience et notre intention de délivrer un message. C'est peut-être d'ailleurs ce qui fait la preuve de notre existence, la preuve de notre conscience. C'est cette capacité à aller au-delà. C'est peut-être d'ailleurs ce qui fait l'humour, cette capacité d'aller au-delà des mots. Et plus encore, communiquer, c'est communiquer avec autrui. Donc n'oublions pas que dans le solipsisme de Descartes, à savoir on est certain qu'on existe, eh bien, il faut bien que je sois certain que les autres existent aussi. Autrui va pouvoir me signaler qu'il est autrui et moi, je vais pouvoir lui signaler que je suis moi. Parce qu'on parle la même langue et parce qu'on pense cette langue. C'est pas juste des signaux. Sauf que ça signifie que j'ai une entière liberté sur le langage. Et ça peut être potentiellement très dangereux. Parce que si le langage est une construction sociale permise notamment par la pensée, eh bien, il va falloir savoir la gérer cette pensée. Et c'est ainsi qu'on glisse légèrement vers le maître du langage, j'ai nommé Ferdinand Saussure. Ce dernier, il va décomposer le langage au travers d'outils que sont le signifiant et le signifié. Je pense que le signifiant, c'est ce qui est le plus facile à comprendre. Le signifiant, ce sont les mots, les assemblages de lettres qu'on va utiliser pour définir quelque chose. Ainsi, par exemple, ceci c'est un signifiant livre, ceci c'est un signifiant port, et ça c'est un signifiant tableau. D'ailleurs, c'est plus un signifiant dessin si je m'arrête un petit peu quelques secondes, mais enfin bon, on va pas rentrer dans ce niveau de détail là. Sauf que notre signifiant, parfois, il va rien avoir avec le signifié, et c'est ça tout le danger. Le signifié, c'est le concept qu'on désigne, c'est l'idée que l'on va chercher à désigner au travers du mot. Je
me permettrai d'ailleurs de dresser un léger parallèle avec la théorie des formes de Platon. Platon qui nous dit que tout ce que l'on a autour de nous, ce sont des réalisations de l'idée de l'objet. En somme, ceci n'est pas un meuble, c'est une réalisation de l'idée de meuble, c'est son apparition dans le réel. Mais nous n'avons pas la saisie de ce que c'est que l'idée de meuble, le meuble parfait, le meuble absolu. Et pourtant, à chaque fois que l'on verra un meuble, on saura déterminer ce que c'est qu'un meuble. En somme, c'est une série d'expériences qui vont créer notre compréhension de l'idée de meuble. Bon, en gros, pour faire plus simple, c'est qu'il y a des idées de concepts qui nous paraissent claires pour nous, on sait ce que c'est qu'une cruche, mais toutes les cruches sont différentes. Et ce que nous dit Saussure, c'est que le signifié, l'idée que l'on veut transparaître, parfois se limite au signifiant qu'on lui attribue, l'outil qu'on utilise. L'idée globale, c'est que chaque culture va utiliser son propre signifiant pour désigner son signifié universel. C'est pour ça qu'il peut y avoir des mécompréhensions entre les individus, parce que parfois on va pas désigner les mêmes choses. Eh bien, accélérons encore plus dans la pente du danger avec John Austin. John Austin va développer sur le caractère performatif du langage, et potentiellement les dangers qu'il implique. L'idée, c'est que le langage ne peut pas se réduire à une simple description, le langage va aller au-delà. Parler, utiliser le langage, c'est un acte. Et bien cet acte, il peut être utilisé à bon comme à mauvais escient. Et c'est pour ça qu'il faut s'en méfier. L'idée, c'est qu'un discours politique, une philosophie, une religion va faire passer des messages au travers du langage. Il va créer des interférences sur le réel alors que à la base, c'était qu'un outil. L'idée, c'est que le langage peut être un outil de manipulation, ce au travers de la rhétorique, d'utilisation de biais cognitifs. Le langage a un pouvoir et donc il faut s'en méfier de tous ceux qui savent l'utiliser comme il faut. Schopenhauer. Platon va aller même encore plus loin que ça. Il va nous dire que écrire, potentiellement, c'est un danger. Écrire, c'est figer les choses, c'est les mettre dans un contexte précis et immuable. De ce fait, on va trahir la capacité de mouvement de la pensée. Écrire, c'est mettre en danger sa mémoire puisqu'on la fige et on risque de l'oublier. Et ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. N'oublions pas que les livres sont des grands monologues où un auteur va essayer de nous faire passer un message. Or, pour Platon, penser ça peut être beaucoup de choses, mais certainement pas un monologue, parce que penser, c'est dialoguer avec soi-même. Platon, lui, faisait dialoguer Socrate avec des tiers. Nous, peut-être, on ne devrait pas se contenter de simples livres qui nous décrivent une pensée. Notre responsabilité serait peut-être d'avoir un point de vue critique et nous-mêmes dialoguer avec notre auteur, qui potentiellement fait renverser le monologue de nous qui parlons tout seuls face à un livre, ce qui peut être légèrement effrayant. L'idée, c'est qu'il faut aller au-delà de ces préconstruits et s'adresser à un auditoire bien précis avec un langage bien particulier. Exactement ce que je fais dans ces vidéos où je m'adresse de manière très générale à personne en particulier. Non, franchement, Platon, merci. Donc on a vu que le langage était potentiellement un outil potentiellement dangereux, et bien on va continuer sur la phase du danger avec le langage comme danger pour soi et pour les autres. Chasser le Rousseau à l'état de nature et il revient au galop pour nous parler des dangers du langage. Rousseau il va nous dire que le langage ça nous permet des choses formidables, notamment d'avoir des concepts abstraits. Sauf que ces concepts abstraits, ils représentent un danger tout autant qu'ils sont pratiques. Parce que qu'est-ce qu'un concept? Un concept, c'est un groupement de plein d'idées dans une seule bulle. Au travers du langage, on va être capable de décerner des catégories, voire des groupes de population. Mais en même temps, en établissant des groupes de population, eh bien on en met nécessairement d'autres en dehors. L'idée étant que si je fais des catégories de certaines populations, j'en exclus nécessairement d'autres, parce qu'elles ne rentreront pas dans les cases que j'ai attribuées. On a la capacité de faire des choses globales au détriment du particulier. Et le danger étant d'ostraciser autrui, de le mettre dans une case spéciale, peut-être d'archipéliser toute la société. Ça, je vous avoue, c'est pas de moi, c'est de Jérôme Fourquet qui a écrit un livre là-dessus, il est formidable, me fait du archipel français, c'est une très bonne facture. Mais on garde toujours à l'esprit que cette idée de généralisation, de globalisation, eh ben ça va nous être utile. Aristote, grand expérimentateur qu'il était, disait qu'il n'y a de science que du général. On ne peut pas se fier à du particulier pour faire des expériences après. Et d'ailleurs, ce sont peut-être d'autres individus qui vont devoir chercher le particulier dans ce général que constitue notre société. Peut-être avec la raison, en nous faisant penser, ce serait le devoir des philosophes que d'essayer de nous individualiser de la sorte. Peut-être au travers des artistes qui vont justement devoir s'abstraire de l'abstraction pour nous faire ressentir des choses très concrètes. L'idée, c'est qu'on ne peut pas atteindre ce bien absolu, ce concept parfait. C'est l'idée que cette fleur, eh bien, elle est absente de tout bouquet chez Mallarmé. Eh bien, déjà que potentiellement l'idée d'abstraire la société est un danger pour tout le monde, s'abstraire de soi en est un d'autant plus grand. Merci Bergson. Cette idée d'abstraction n'est pas seulement limitée à tout ce qu'il y a autour de nous, mais potentiellement nous atteint nous-mêmes. Puisqu'on pose des étiquettes sur les choses et le monde qui nous entoure, eh bien on en pose fatalement sur nous aussi. Ces mots utilisés par tout le monde sont nécessairement vulgaires, sont nécessairement appartenant à la pluralité,
En somme, il n'y a rien de particulier quand on les utilise. Le langage, c'est fait pour être pragmatique, pour aller droit au but, pour essayer de faire comprendre à autrui ce que j'ai dans ma tête. Pour Bergson, c'est certainement pas le lieu où je vais exprimer mes passions, où je vais faire des déclarations spontanément, si ce n'est avec peut-être des construits un peu subtils. L'idée, c'est que nous risquons de ressembler aux mots que l'on utilise. On devient aussi commun que les mots que nous utilisons. Celle-là, elle n'est pas de moi, ça c'est mon prof, ça c'est certain, en plus j'ai marqué dans mon cours. Le risque étant de se dépersonnifier parce qu'on va être limité par comment on se définit. De fait, on renverse la pyramide puisque nous qui nous pensions maîtres du langage, eh bien on s'estime être totalement dépossédé par celui-ci parce qu'il nous limite, il nous bloque. On est fait esclave du langage. Maître esclave, ça me rappelle quelqu'un d'ailleurs. Bon bah quitte à enfoncer des clous, autant y aller encore plus loin avec Hegel parce que non seulement le langage va me définir moi, mais en plus il va me limiter dans ce que je pense. Parce que chez Hegel, le langage c'est l'immanence de la pensée et du mot. Il y a un lien impossible à défaire entre ce que l'on dit et ce que l'on pense. Les idées ne sont pas préconçues, les idées nous sont permises au travers du langage. Alors on repassera pour et les mots pour le dire arrivent aisément. Les mots, si on ne les a pas, on ne peut pas les penser, donc on ne peut pas les formuler par avance. Rien compris, Boileau, ça c'est terrible. En gros, Hegel, il va se détacher complètement. Il va dire que c'est ni un outil, ni une espèce de maître qui est au-dessus de nous. Le langage, c'est moi. C'est ce que je pense. Je ne peux pas penser sans langage. Quitte à réduire le langage aux pensées, c'est dialoguer avec soi-même. Et bien pour dialoguer, il faut bien des mots. Le langage, ça va être immanent à ma pensée. Ça ne peut pas se détacher d'elle et c'est d'ailleurs la condition pour qu'elle existe. En gros, le langage, ça ne peut pas être un outil parce que le langage, c'est moi. C'est moi qui pense, c'est moi qui pense comme ça. Comment je pense? Parce que j'ai le langage avant. Parce que sinon, je ne pensais pas. Bon, on va essayer de reprendre un peu le tout pour faire une conclusion sur notre sujet du langage est-il qu'un outil? Force est de constater que j'ai un rapport ambigu au langage. Ambigu parce que c'est un outil qui va me permettre d'agir, qui va me permettre d'agir sur le monde, mais peut-être parce qu'il va me permettre d'agir sur le monde, il va pouvoir potentiellement être un danger et me limiter d'une quelconque manière. Me limiter parce que je peux en faire un mauvais usage, me limiter parce qu'il va classifier des choses, me limiter parce qu'il va me définir. Peut-être d'ailleurs que c'est trop tard, le langage est déjà en moi, il me définit déjà parce qu'il est ce que je suis, il fait partie de mon intimité. Mais sinon, je ne serais pas en train de vous parler. Et c'est d'ailleurs peut-être grâce à lui que je sais que j'existe. C'est peut-être grâce à lui qu'on sait que je suis un jeu, que je suis un individu. Peut-être que nous le savons un petit peu trop dans nos sociétés actuelles. Ah ça, faire mourir le jeu au bénéfice du nous. Ça me rappelle un siècle rouge des campagnes de l'Est. En somme, le langage n'est certainement pas un outil, il est beaucoup plus que ça. Il est potentiellement un danger, tout comme il nous est nécessaire. Une espèce de poison du langage. Bon, d'ici la prochaine fois, ne donnez pas votre langue au chat. Je n'en reviens pas que j'ai fait ce jeu de mots. Moi, j'ai d'autres langages à maîtriser. Et d'ici là, je vous dis namasté.